Voilà, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup dans la salle. Je commencerai néanmoins, je vais m'arroger le droit de vous en poser deux. La première, en fait, c'est une question d'échelle qui va rejoindre la première intervention, de la session précédente, pardon. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous pouvez définir finalement ce que c'est que l'urbain, comment est-ce qu'on peut identifier la limite de l'urbain, puisque en écologie du paysage, on sait qu'une limite, non seulement c'est pas une ligne, mais c'est dynamique. Et donc, comment est-ce qu'on fait, à plus forte raison dans des territoires comme les nôtres, où on parle de villes diffuses, pour travailler sur l'urbain? Comment est-ce qu'on l'identifie? Bien, apparemment la réponse m'incombe. Je pense que on peut pas avoir une limite, enfin ça a été dit, mais on peut pas avoir une limite qui soit une limite juste en regardant sur la photo aérienne où s'arrête le bâti. Bon, moi j'habite dans un département où il y a Rennes au milieu et tout le département, les gens habitent à moins d'une heure. Donc en fait tout le département est en fait lié à la ville. Et la campagne et le parc urbain de ces gens-là. Donc je dis, fonctionnellement, la ville, elle s'étend sur des surfaces qui dépassent complètement ce qui est bâti. Et là, on va aussi retrouver un problème qui a été soulevé sur la justice environnementale, qui est les riches habitent plus près du centre que les pauvres qui vont habiter là où le terrain est moins cher et du coup qui vont dépenser beaucoup plus d'essence, surtout bon, maintenant avec des vrais problèmes pour eux de circuler. Voilà. Peut-être un point qui n'a pas été abordé, c'est la vision des gradients. Donc l'idée de mettre des limites, c'est quand même devenu très compliqué dans le monde tel qu'il se développe. Ça dépend aussi des endroits où on se trouve. En Amérique du Nord, c'est beaucoup plus net. Vous passez de zones urbaines à un parc national à la frontière. Et ça s'arrête. Mais ça, c'est lié aussi aux visions de la nature. Amérique du Nord, le wilderness, le wild est la zone où on va dans la nature. Le reste n'est pas de la nature. Moi, quand je parle, pour un Américain, en gros, quand je parle de restaurer des écosystèmes de prairies en ville à des Américains, pour faire de la nature, ils rigolent, quoi. Ils disent, ça n'a aucun sens, ton histoire. Donc c'est très contextuel déjà. Je pense que c'est difficile et ça rejoint toutes les dimensions culturelles, d'école, sociologiques, de perception. Dans nos environnements d'Europe occidentale, ça, Jacques connaît mieux ces problématiques que moi, d'organisation de paysage. Je pense qu'on doit aller vers des logiques de gradient maintenant, de gradient et de mosaïque. Il faut arrêter de vouloir faire des tâches et la ville, elle s'arrête là et elle commence là, et la nature, elle s'arrête là et elle commence là. C'est plus possible. Parcourez la Belgique, de Ostende à Arlon, et dites-moi quand vous êtes sorti d'une zone urbaine ou périurbaine. Faut y arriver, quoi. Donc on est plus sur des notions de gradient. Donc désolé, il n'y a pas de réponse. Je pense ça s'arrête ou ça commence là. Non, mais c'est une forme de réponse, tout à fait. Et ma deuxième question qui est liée aussi à cette question d'aliens et d'espèces plus ou moins souhaitables ou non souhaitables. On a rencontré, le Maître Lab a rencontré il y a un an maintenant Peter Del Tradici, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui parlait de cette question des espèces invasives et qui disait en fait que lui refuse cette notion d'espèces invasives et qui pense qu'en fait on est face à des phénomènes de mouvement de population, aussi bien dans les espèces animales et végétales que chez l'homme, et que quelle est la légitimité, notre légitimité pour décider qu'une espèce est invasive et nuisible ou pas. Alors voilà, je trouve que c'est aussi une question qui fait un petit peu un lien avec ce qui était dit dans la première session. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, quels sont les critères pour décider qu'on va prioriser ou protéger une espèce par rapport à une autre. Alors il se fait que un des grands thèmes que j'ai abandonné, que j'ai transféré depuis un certain nombre d'années, était justement l'écologie des espèces exotiques invasives dans le laboratoire. Donc j'ai eu beaucoup de recherches dans ce domaine. Et donc en effet, il y a eu une forme d'évolution, ou en tout cas de questionnement. Je crois que le point, aucune espèce n'est par définition bonne ou mauvaise. Ça, c'est le premier point. Ça dépend de la question à laquelle on s'adresse. Si on s'adresse, et moi je m'adresse à la logique biodiversité, le problème espèce
bon, d'abord, on peut définir une espèce exotique, on peut définir une espèce invasive sur des critères démographiques, sur des critères d'extension géographique, d'un point de vue scientifique. Les terminologies sont probablement indélicates parce qu'elles réfèrent à une série d'éléments de société humaine. Je me suis fait traiter plus d'une fois de xénophobe pour utiliser des termes comme alien ou exotique ou invasif. Donc il y a quand même ça à résoudre, ces aspects de langage. Après, par rapport à aspect négatif ou positif, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Si dans une logique de conservation de la biodiversité et de niveau de biodiversité, oui, une espèce exotique invasive, c'est un problème. C'est un problème d'homogénéisation. Voilà. Mais néanmoins, là où ça devient intéressant, c'est dans les notions de nouvel écosystème. Quand je dis les nouveaux écosystèmes, ce sont des compositions en espèces qu'on n'a jamais observées dans le passé, et notamment qui mixent dans les milieux urbains les espèces indigènes et les espèces exotiques. Avec toute une série d'espèces dont on sait, pour être un peu dur, qu'on ne va pas s'en débarrasser. Elles sont là. Je dirais, l'investissement humain à faire et sociétal et économique à faire n'a plus aucun sens. Et donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme, un peu comme l'histoire du crapaud, comment transforme-t-on ce qui est perçu négativement en une opportunité pour des fonctions dans ces écosystèmes? Oui, l'histoire de l'invasion, de l'alien, etc. Donc j'ai un collègue INRA qui disait mais c'est quoi ce lépénisme social? Le Pen, ça dit quelque chose aux gens qui suivent la politique française. Mais je crois qu'il y a un point important, c'est la différence entre invasive et envahissante aussi qu'il faudrait faire. Les espèces qu'on appelle invasives ne sont pas forcément invasives au sens où elles seraient très envahissantes, mais on a des espèces aussi locales. Bon, je pense à l'ortie, par exemple, avec l'augmentation des nitrates dans les sols qui va couvrir tout et qui va supprimer les espèces, les autres espèces. Donc, on peut avoir des espèces dites natives qui sont envahissantes, parce qu'on a transformé la qualité du milieu. Après, oui, c'est juste... en fait, les espèces exotiques, elles sont juste pas là parce qu'il y avait des océans et puis un jour, on les a ramenées. Mais ce que je trouve amusant aussi, c'est que toutes les espèces qui sont venues avec les céréales, les coquelicots, les bleuets, etc., celles-ci, on va les protéger. Bon, elles sont aussi exotiques que celles qui sont venues après 1492. Pourtant, il y a cette limite, 1492, c'est assez magique. C'est avant et après, voilà. Merci, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Non, c'est passionnant, merci beaucoup. Il y a énormément de questions. Bon, je vais juste revenir sur ces questions d'invasifs et de projets, de dispositifs qui rend la chose acceptable ou pas. Parce que là, par exemple, moi, je suis sur un programme où en fait on lutte contre les nouvelles stratégies des firmes multinationales pour transformer des OGM en nouveaux OGM, et en particulier en variétés rendues tolérantes aux herbicides. Et le grand argument de ces firmes, c'est l'ambroisie. Donc c'est une plante allergène, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très liée effectivement à des monocultures et à des problèmes effectivement, alors là, de gestion d'écosystèmes assez complexes, puisque mélangeant des activités agricoles, des populations qui se sont installées autour et des milieux surgissants. Donc je voulais revenir, en fait, ma question, elle est profonde, donc peut-être qu'on n'y arrivera pas là, mais est-ce que l'humain n'est pas parfois un peu homogénéisé dans la description, du coup, en mettant l'accent sur l'hétérogénéité, que ce soit dans les paysages, dans les écosystèmes? On a l'impression que l'humain, c'est, vous l'avez dit, une force biologique, un agent, quoi, finalement, alors que les formes de vie sont extrêmement différentes. Pour m'être fait arrêter par un agent de police parce que j'avais l'air de faire de l'ironie, parce que j'étais derrière un 4x4 en vélo, la structure de la relation entre l'agent, le 4x4 et le vélo est déjà en soi un monde compliqué. Donc la ville, c'est constamment des interactions entre des formes de vie, des attitudes. Et comment vous intégrez cette diversité humaine, justement, dans votre biodiversité? Parce que j'ai entendu le mot socio-biodiversité à un moment donné. Voilà. Alors, tout à fait juste. On ne va pas faire de politique, mais
vous regardez les dernières élections communales et le résultat au sud de Belgique, et vous voyez comment progressent les différents partis, et vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas avec les mêmes acteurs, notamment quand vous voulez parler d'écologie et de développement durable. Nous, on le rencontre tout le temps. Peut-être un petit exemple. Je réduis l'ampleur de la question à un tout petit exemple, d'accord? Nous travaillons en région wallonne avec la Fédération des industries extractives pour favoriser la biodiversité dans les carrières actives. Donc vraiment au cœur, là où il y a les bulldozers, où il y a cet ensemble. Et donc on a mis au point tout un programme de formation de l'ensemble de la chaîne du business. Eh bien, quand on fait ça, en effet, il faut tenir compte des différences dans les acteurs, des différences de perception, des différences de rôle, des différences de disponibilité. Et donc, ça va de programmes de formation de 4 jours pour des monsieur et madame biodiversité qui seront responsables de la mise en œuvre des actions au sein de la carrière, qui se répètent tous les ans, à la formation des CEO et des directeurs, des top managers, qui se fait en 45 minutes lors d'un conseil d'administration, en les challengeant, parce que ces gars, ils adorent qu'on les challenge, et en disant derrière, il y aura un petit test Internet, où on leur demande quand même de dire où le crapaud Calamity vit par rapport au triton crété. Et ils le font et ils réussissent. Simplement, vous adaptez à chacun des acteurs le message et les méthodes. Donc ça, je pense, c'est un des points très importants. On a eu trop tendance, je crois, en écologie appliquée, à délivrer des messages homogènes, un peu massifs, là, un peu comme je viens de faire, là, aller en avant, et derrière, en effet, à ne pas prendre en compte la perception de l'acteur. Et pour aller plus loin, dans ce programme, nous formons les ouvriers. Donc le conducteur de bulldozer est partie prenante parce que lui, il est sur le terrain, il a appris à reconnaître le crapaud protégé, il sait où il est, c'est lui qui creuse la mare, et il a une autre fonction. Et donc chacun est entraîné quelque part en fonction de son rôle. Ça rend les choses beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus passionnantes. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, quand je disais, finalement, les connaissances en écologie, elles vont passer si on les met dans des situations d'action, c'est bien ça. Et il y a une diversité de situations. On a une diversité de paysages. Bon, l'Europe, la biodiversité est quand même liée à la diversité des cultures locales qui ont... Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas distinguer la diversité des humains de la diversité du reste de la biodiversité. Et en fait, l'humain comme espèce invasive, c'était pas mal, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de régions du monde qui nous ont échappé. Et donc, juste pour dire, c'est vraiment intéressant, parce que c'est au cœur des problèmes actuels. Aux dernière conférence internationale européenne d'écologie de la restauration, donc restaurer des écosystèmes, le workshop central et la question centrale était paysage culturel pour la restauration écologique. Comment on lit, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va dans ces logiques. Avec cette question sur le paysage culturel, est-ce que c'est pas... jusqu'où on va garder le passé, ou est-ce qu'on garde des traces du passé? En fait, c'est compliqué, parce qu'on parlait du lien écologie du paysage, nazisme, et l'écologie du paysage a été rejetée longtemps en Allemagne à cause de ça. Oui, bonjour, Yves Hubert, je suis paysagiste et urbaniste. Et pour travailler dans de nombreux projets sur la question de l'Interland, je cherche pour le moment, dans mes différentes réflexions, à intégrer la trame brune comme étant un critère fondamental de corridor écologique. C'est compliqué, parce qu'on parle justement des OGM et autres, mais ceci dit, vos discours effleurent cette thématique en termes d'homogénéité, d'hétérogénéité, de densité, de tâches. Et en France, d'ailleurs, j'étais à l'Académie sur l'agriculture, où notamment il y avait une conférence il y a à peu près 1 an sur les corridors écologiques, et où certains chercheurs, effectivement, commencent à réfléchir sur la question de l'incorporation des tâches agricoles dans les systèmes de corridors. Et je voudrais un petit peu savoir comment vous vous positionnez sur cette thématique, parce que, notamment maintenant,
on l'a dit aussi, la Belgique, c'est une grande ville, fait effectivement d'espaces ouverts et d'espaces fermés. Et je pense que les espaces ouverts, ça nous permet d'accéder à la question des paysages. Et donc, refermer ces espaces ouverts, ils sont menacés, c'est culturel. Et donc, voilà, je cherche aujourd'hui, je voudrais savoir où en est la recherche, je dirais, sur cette question des espaces ouverts et de savoir comment vous vous positionnez par rapport au corridor écologique. Oui, bah ça, évidemment, c'est une question qui nous concerne. Bon, je suis tout à fait d'accord que les espaces ouverts, ils forment aussi des continuités. Et c'est pas simple parce que, bon, j'ai coordonné un programme du ministère de l'Environnement sur les continuités écologiques. Et il y avait un projet dans lequel il y avait les continuités écologiques liées aux milieux boisés et puis liées aux milieux agricoles. Et donc, c'est ce que j'ai pu se passer rapidement, c'est un projet qui a montré que les organismes, enfin les insectes qui vont se nourrir de ravageurs de culture, ils migrent de parcelle en parcelle et que si on a une haie au milieu, ça fait obstacle. Et j'ai eu retour 15 jours après, mais tu te rends compte, Françoise, elle a dit devant un public de 250 personnes que les haies, ça pouvait être des barrières. Je dis, oui, les haies, ce sont aussi des barrières. Et on a aussi une petite vidéo de 4 minutes qui montre que pour les papillons, ça peut être une barrière et pour d'autres, ça va être un corridor. Donc là, on tombe sur le problème dont on n'a pas encore parlé, des problèmes malicieux, des wicked problems, qui sont bien connus depuis longtemps. Et il n'y a pas de solution, il faut faire des choix entre l'un et l'autre, et il faut faire des choix d'espèces, et faire rentrer dans la tête des gens qu'il faut une diversité de milieux pour avoir une diversité d'espèces, c'est pas non plus toujours évident, parce qu'il y aurait l'idée qu'il y aurait un paysage idéal. Heureusement. Donc les milieux ouverts, oui, ils sont super importants parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont liées aux milieux. Bon, j'ai parlé des milieux prairiaux, mais les milieux de culture, il y a aussi une biodiversité importante qu'on a négligée pour une part parce que les agronomes ont dit l'idéal c'est quand même un champ où il y aurait qu'une espèce, donc évidemment. Et puis les écologues ont dit de toute façon c'est de la culture, donc c'est pas la peine d'aller voir. Donc il faut le mettre. Mais ça, je pourrais vous m'envoyer un mail et je vous enverrai des liens. Je peux juste rebondir sur un point, sur l'infrastructure brune, donc sur un autre point. Il y a le sol, mais aussi qui est lié à la mise en œuvre de politiques biodiversité. Un des freins, c'est la temporalité. Et la correspondance entre la temporalité de la biodiversité et la temporalité de l'action, et notamment de l'action publique. Donc, les infrastructures brunes, accueillir la biodiversité, c'est bien, mais ce sont des milieux temporaires. C'est-à-dire une friche n'a pas vocation à rester une friche, a priori. Enfin, ça peut, mais et si on veut que ça reste une friche ouverte, il faut la gérer. Donc, c'est plus vraiment une friche dynamique. Donc, il y a vraiment ce problème pour ces systèmes avec une temporalité limitée, système écologique avec une temporalité limitée et une dynamique, à avoir derrière des outils de politique publique, en fait, qui permettent d'y développer des stratégies qui sont viables. Vous faites une friche, vous accueillez la biodiversité, des espèces rares viennent, le promoteur qui suit après, il n'est pas content. Et peut-être aussi le bourgmestre qui voulait y développer un bel ensemble immobilier. Donc là, il y a vraiment du travail à faire à l'interface entre politique publique, outils, réglementaire et capacité de développer de la biodiversité sur ces milieux. Est-ce que vous croyez que finalement l'écologie urbaine ou l'écologie tout court a vocation à devenir ou à être citizen science? Dans le sens que, oui, d'accord, pour la récolte de données, pour tout ce qui est data mining, crowdsourcing, ok, on peut travailler avec la société pour trouver ces données, mais est-ce que l'idée de citizen science peut aller aussi jusqu'au point de dire, ok, pour poser les questions, parce que
Vous êtes revenus tous les deux pas mal de fois sur l'idée, ça dépend évidemment de la question posée, la cartographie, ça dépend de la question posée, évidemment, comme dans les sciences. Mais est-ce qu'on peut effectivement ouvrir la citizen science aux questions? Est-ce qu'on peut recevoir des questions par la citizen science qu'on peut adresser au sein d'un projet écologique? Et je pense, parce que dans tout ça, il y a beaucoup les poids, ou le rôle des scientifiques, hein, ça ne reste que par la question de définition. J'étais très saisie par l'idée qu'à un moment donné était évoquée par l'idée que probablement la ville, c'est un ensemble d'écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'on définit par ça? Et sachant qu'il y a eu justement dans les champs du métabolisme urbain beaucoup de luttes par rapport à ça. Alors, la ville est un écosystème. Ah non, finalement, c'est un macro-organisme, etc. Donc, puisqu'il y a ce poids-là en termes de définition, est-ce qu'on peut laisser aux citoyens le pouvoir de poser des questions? De poser les questions, mais aussi d'identifier les objectifs. Enfin, je ne sais pas si vous liez les deux. Oui, je pense non seulement c'est pas peut, mais doit. Comment? Comment? D'abord, je pense qu'il faut un peu d'humilité scientifique. Surtout dans un monde dominé par les nouveaux écosystèmes. Je veux dire, là, moi j'ai un point de vue assez hétérodoxe, mais bon, dans le monde de la conservation de la nature comme il y a 30 ans, c'est fini. C'est fini. La biosphère va changer complètement. Donc c'est une question de choix humain, de vers où on va aller. Et ce qu'on veut faire. Donc on peut très bien imaginer en effet qu'en ville, on n'ait pas envie de voir le loup revenir en ville. Quoique, peut-être. Donc que veulent les citoyens? Que veulent les personnes qui vivent, qui sont dedans? Comment sont-ils sensibles? À quoi sont-ils sensibles? On commence toujours tous nos projets maintenant de conservation ou de gestion de la biodiversité, toujours par une approche participative pour identifier les perceptions des acteurs. Alors c'est un premier point, c'est peut-être pas le plus efficace parce qu'il reste quand même derrière une certaine expertise. Et alors la question c'est, est-ce qu'on fait du participatif pour identifier les perceptions et les attentes, informées ou non informées? Là, c'est encore le point, est-ce qu'on dirige un peu ou pas? Après, il ne faut pas non plus que la logique de perception, il y a un moment, elle doit quand même, à mon sens, se confronter aux données scientifiques. C'est-à-dire, voilà, si on fait ça, on va dans telle direction. Et après, on fait le choix de façon informée. Mais je n'ai pas d'autres aspects, mais on ne va pas y arriver de façon globale si en effet on ne passe pas dans cette logique. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Et effectivement, de façon de la perception, quand même, un des objectifs de la recherche, c'est pas l'objectif de la recherche, mais l'avancée des recherches fait changer les perceptions. C'est ça qu'il faut voir, c'est que les politiques évoluent parce qu'il y a des avancées de la science et on se dit, on fait différemment. Vous voyez, quand on fait les réseaux écologiques, effectivement, c'est quelque chose de... Et les sciences citoyennes, elles peuvent aider. En France, on a des gros paquets de sciences citoyennes. Et là où il y a souvent un problème, c'est que le retour vers les citoyens, il n'existe pas où il est très faible. Et là, moi, je suis dans un projet où c'est pas de la science citoyenne, mais c'est des projets avec des acteurs de la biodiversité qui vont chercher d'autres acteurs pour mettre en place des protocoles d'échantillonnage qui sont un brin scientifique. Et ça marche très bien. Ça marche beaucoup mieux que si c'était les chercheurs qui allaient voir les gens. Parce qu'en même temps, c'est pour des problèmes de planification de trame verte et bleue. Et les gens voient ce qu'ils peuvent en faire. Et du coup, ils s'approprient. Parce que, en fait, la plupart des gens, ils n'y connaissent rien en biodiversité. Il faut quand même... Donc, donc, il faut les impliquer quand même pour qu'ils... Ah tiens, ça existe chez moi, etc. Je crois que c'est indispensable. Très rapidement. Il y a l'aspect biodiversité. Je pense qu'il y a aussi l'aspect transition urbaine. On a plein de super projets, très beaux, sur dessin et tout. Moi, je me souviens d'avoir vu récemment les derniers projets de Vincent Calbeau, projection de Vincent Calbeau pour Paris. Je ne suis pas d'accord.
suis pas d'accord. Ça m'intéresse pas de transformer Paris en techno, gadget, garden de tours vertes. Et donc je pense que ça va plus loin. Ça va aussi dans le type de ville qu'on veut. Et quand on parle vert en ville, green cities, renaturing cities, enfin, où veut-on vivre? Et dans quel type d'environnement? Je crois qu'on est un peu dans une espèce de pensée monolithique autour du vert. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là que ça doit intervenir.